intéressante et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors les nouvelles plateformes, elles sont essentiellement en random access dans le liquide céphale chilien. Et puis donc ça vous l'avez vu, vous le savez. Et donc là on a une variabilité des valeurs intercentres qui est liée au facteur préanalytique. On en a parlé de la précédente présentation. Et puis on a des problèmes au niveau analytique. Et donc la solution à ce niveau-là, c'est la standardisation analytique des méthodes. Alors, tout d'abord, déjà rien que de semi-automatiser une technique ELISA manuelle, eh bien, déjà, ça fait gagner beaucoup de choses. On a automatisé en 2011, et en fait, non, en 2014, pardon, et en travaillant sur le Dynex, le DS2, et grâce à ça, on a réussi à faire passer le CV de répétabilité de 6% à 3%. On a diminué de moitié. Ce qui fait qu'on a resserré l'imprécision autour du seuil de décision clinique, l'incertitude, et donc on gagne bien sûr en qualité de rendu de résultat. Il y a également, dans le cadre d'un projet transnational européen, c'était le plan Sarkozy, dans le contexte de JPND, donc là on a participé à une étude pour que les fabricants standardisent, écrivent mieux leur notice d'utilisation. Et donc, on a standardisé les Standard Operation Procedure. Et notamment, les deux critères principaux qui ressortaient, c'était la température d'incubation et le fait d'avoir ou pas des calibrants prêts à l'emploi. Eh bien, quand on a passé donc on était déjà sur la méthode semi-automatisée. Donc en 2014, si on regarde sur toute l'année, le CV de reproductibilité est compris entre 10,2 et 10,3%. Eh bien, en 2015, avec les nouvelles références qui proposent donc une température à 25 degrés et qu'on n'est plus en température ambiante, c'est-à-dire de 20 à 27 degrés, et des calibrants prêts à l'emploi au lieu des calibrants lyophilisés qu'il faut resolubiliser, donc on a tout le problème de la solubilisation entre techniciens, eh bien on voit qu'on a diminué presque de moitié le CV de fidélité intermédiaire, de reproductibilité. Donc là, on a un effet spectaculaire sur les coefficients de variation. Alors, quelle est la conséquence pratique dans notre laboratoire? C'est que ces CV de répétabilité de duplicata, comme ils étaient excellents, du duplicat, on est passé en monoplicat. Et ça, en termes de coût, c'est vachement intéressant. Et donc, du coup, on a un arbre décisionnel des repasses et de la genèse du peptide bêta-40, parce qu'on ne le fait pas systématiquement. Eh bien, c'est que quand on est en face de soit que les 3 marqueurs sont normaux, soit que les 3 marqueurs sont pathologiques, eh bien, il y a la validation analytique directe, avec bien sûr les contrôles de qualité, etc. Si le profil est atypique, c'est-à-dire soit on est dans la zone d'incertitude autour du cutoff, on applique une zone d'incertitude de 10%, c'est-à-dire que quand on est dans une zone d'incertitude, on se dit on va refaire l'analyse, mais on ne fait pas qu'un seul paramètre, on fait l'ensemble des 3 marqueurs, et puis quand il n'y a qu'un marqueur ou 2 marqueurs qui sont pathologiques, eh ben, on refait les 3 marqueurs systématiquement, et on ajoute en fonction la bêta-40. Et quand c'est bon, si on a la conformité des aspects préanalytiques et en fonction du contexte clinique, eh bien on va valider biologiquement et fournir une interprétation de choix. Alors, ça, c'est la conséquence dans notre laboratoire. Après, je vous ai dit qu'il y avait une variabilité interlaboratoire qui était très importante. Eh bien, le fait d'avoir modifié ces procédures au niveau international, ça a permis d'améliorer énormément les CV interlaboratoires entre la période de 2011-2017. Donc en 2011, on a commencé à participer au programme de contrôle qualité organisé par Kai Blenhoff en Suède. Eh bien, donc il y avait 64 laboratoires qui participaient en 2011. Et donc, vous comparez par rapport à vos pairs. Et donc, c'est très bien parce que, comme ça, vous savez où votre biais est par rapport à la moyenne de l'ensemble de vos pairs. Et ça vous permet de vous situer et de voir s'il faut vous améliorer ou pas. Donc, en 2017, c'est le dernier Robin Run de 2017. Et là, donc, vous voyez qu'on est, on est toujours bien situé. On est content quand on est comme ça. Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que finalement,
Le CV interlaboratoire entre 2011 et 2017, eh ben, en 2011, il était de 27%, presque 30%, hein, la variabilité. Eh ben, 6 ans après, on a réussi de chuter de moitié. Donc on a un effet spectaculaire de la standardisation sur les CV interlaboratoires dans le monde. Alors si on prend toujours de la même manière pour notre laboratoire, voir comment on a évolué pendant cette période de 2011 à 2017, en utilisant une étude longitudinale. Donc vous avez ici comment on se situe par rapport à nos pairs. Et bien on voit qu'il y a 2 périodes, il y a 3 périodes en fait. La première période, c'était quand on travaillait manuellement à température ambiante. Vous voyez, ça varie. Hein. Et puis après, quand on a commencé à utiliser l'automate et qu'on a stabilisé la température à 25 degrés, on a réduit la variabilité. Et puis, quand on est passé sur les ready-to-use calibrateurs, les calibrateurs prêts à l'emploi, là, on s'est nettement amélioré. Et on voit qu'on est dans la même tendance, puisqu'on voit en fait que la variabilité interlaboratoire, elle n'a fait que diminuer au cours du temps. Je vous ai parlé d'imprécision, maintenant, il faut parler d'exactitude. Alors, pour régler les problèmes d'exactitude, là, il faut diminuer, c'est-à-dire les biais entre les différents essais, et puis également la variabilité interlo. Il faut des méthodes de référence, il faut des matériaux certifiés de référence. Alors pour la bêta 42, il y a 2 méthodes de masse qui ont été validées par le JCTLM, Lembar et Bross, donc les Suédois et les Américains. Et donc techniques de masse candidates sont devenues des techniques de masse référentes. Et donc, ce qui permet, après l'étape suivante, ça a été de définir quelle pouvait être la matrice pour avoir des poules de LCR et faire des contrôles, voire du matériel de référence. Et il n'y a que le pool de LCR, tout ce qui est, on va dire, recombinant, etc., ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas dans le temps. Et une fois que les CRM ont été préparés, les études de commutabilité ont été lancées et sont révélées excellentes, puisque 33 des 36 techniques utilisées étaient commutables entre elles. Et puis, donc, ce qu'ont conclu les Suédois très récemment, c'est que tous ces CRM préparés, ça ouvrait la porte à tout ce qui était prospectif pour tau et bêta 40, puisque déjà, on avait une commutabilité avec des techniques non pas de référence, mais candidates de référence pour la tau et la bêta 40. Et donc, on allait sûrement arriver à standardiser la tau et la bêta 40. Alors, les plateformes automatisées, l'avenir, il est très, 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 très proche, puisque là, c'est pour l'automne, là. cet automne. Donc il y a deux candidats sérieux, c'est Roche avec le système Elexis et Cobas, et puis Fujirebio avec le système Lumipulse. Quand on voit déjà la précision, qu'elle soit de répétabilité intermodule ou fidélité intermédiaire, c'est excellent par rapport à ce qu'on a habituellement. Même si déjà on semi-automatisé, mais vous voyez, on diminue de moitié par rapport. Donc ça, c'est vraiment très encourageant pour l'avenir. Si on regarde la corrélation de ces plateformes par rapport aux méthodes de référence pour la bêta 42, c'est également très, très satisfaisant, avec une corrélation avec un R à 0,93 pour le Roche et puis à 0,98 pour le Lumipulse. Alors, c'est bien beau, donc ça, c'est intéressant d'être corrélé aux techniques de référence, et donc on va pouvoir avoir des méthodes tracéables, tracées, c'est plus français, tracées. Et du coup, nous, il faut savoir, par rapport à l'ELISA, quelle est la corrélation, parce qu'on va basculer de l'ELISA à une plateforme random access. Et quelle est la conséquence sur le cutoff, parce que ça, c'est extrêmement important. Eh bien, quand on fait les études de corrélation sur la bêta 42, alors là, vous avez la droite de régression. C'est pas intéressant la droite de régression. Ce qui est plus intéressant, c'est les diagrammes des différences avec le blanc d'Altman. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de 750 nanogrammes par litre, on a vraiment une déviance, un biais qui est proportionnel à la concentration. Et ça a un effet sur le cutoff. En fait, on a pris 119 Alzheimer, 53 non-Alzheimer, on a vérifié notre cutoff, et donc là, on a un déplacement de cutoff de 180 nanogrammes par litre vers les valeurs hautes, soit plus 25%. Et ça a une drôle de conséquence. Il va falloir qu'on ait toute une étape d'information au niveau des cliniciens
pour pouvoir basculer. Pour la protéine tau totale, eh bien là, on n'a pas tout à fait le même effet, c'est quand même mieux corrélé, et on n'a pas cet effet concentration, même si on a quelques valeurs complètement aberrantes à ce niveau-là. En fait, le déplacement du cutoff, il est très léger, il sera environ de 10% pour la protéine tau totale. Alors, ma première conclusion, c'est que devant cette grande variabilité analytique qui induisait une variabilité des cutoffs mondiaux, c'est qu'on est arrivé à automatiser, à standardiser des procédures au niveau international, et c'est ce qui a permis une diminution de la variabilité intercentre. Mais ce n'est pas suffisant, et je pense qu'avec les plateformes qui arrivent, là, on va pouvoir diminuer la précision inter-laboratoire. Alors, ces plateformes Random Access, deux avantages, l'amélioration des CV, et un rendu des résultats plus rapide. En revanche, un inconvénient, c'est qu'actuellement, le coût est bien plus élevé qu'avec les techniques ELISA. Et bien sûr, les cutoffs sont à rétablir par le laboratoire, et ça, c'est un gros travail, notamment dans le cadre de l'accréditation. Bon, sinon, c'est bien, on va dans le bon sens, la standardisation avance paramètre par paramètre. Alors maintenant, les marqueurs sanguins, maladie d'Alzheimer. Donc, il faut savoir que dans le plasma, les concentrations plasmatiques des amyloïdes, notamment, ils sont le compromis entre une production et un catabolisme qui est purement périphérique. Les plaquettes, le foie, il y a beaucoup de choses qui sont capables de produire des amyloïdes. L'APP est présente dans beaucoup de cellules. Et puis, bien sûr, il y a le cerveau, avec ce qui arrive du cerveau et ce qui est purgé dans le plasma. Et donc, ce qui arrive du cerveau, ben, ça passe par les deux voies. Hein. La voie de la BHL, la barrière hémato-encéphalique et le liquide céphalorachidien, hein, ici, là. Et donc, vous avez les amyloïdes qui vont être pris en charge hein, par différents, l'albumine, l'alpha-2-macroglobulines, l'ALPOE, pour être éliminés par le foie et par le rein. Et puis, vous avez une voie directement BHE, liquide interstitiel. Et là, du coup, eh bien, c'est pareil, c'est pris en charge et ça va être éliminé. Et donc, vous avez quand même une production ici. Donc, nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est de savoir si les marqueurs plasmatiques sont bien issus de ce qui vient du cerveau. Mais il faut savoir que non, il y a également une production périphérique qui peut également passer du plasma au cerveau et qui peut d'ailleurs contribuer à une accumulation des protéines dans le cerveau. Donc, vous avez tout de suite compris que c'est un peu difficile d'interpréter les valeurs plasmatiques. Enfin bon, bref, on a d'abord eu des méthodologies ELISA, maison, classiques, qui ont laissé le pas des méthodologies Luminex, notamment les kétinobiades Fujirebio. Alors, l'avantage de ces techniques Luminex, c'est qu'elles offrent la possibilité d'un multiplex. C'est-à-dire qu'une technique ELISA, vous mesurez paramètre par paramètre. Ici, vous pouvez faire un multiplex avec deux billes différentes dans le même puits et mesurer 2 paramètres, 3 paramètres, 4 paramètres. Alors c'est plus difficile à valider, mais c'est possible. Alors comment ça marche, le multiplex, le Luminex? Vous avez une bille sur laquelle vous avez l'anticorps. L'antigène donc, va être chopé par l'anticorps. Vous avez l'anticorps de détection qui est marqué avec de la ficoritine. Et puis, eh bien, une fois que c'est passé, eh bien, ça va passer dans un cytomètre de flux. Et donc, vous avez un laser qui va être capable de reconnaître la bille, la couleur de la bille. Et par exemple, pour une bille verte, hein, ça sera la bêta-40. Une bille rouge, ça sera la bêta-42. Et puis, vous avez l'autre laser qui, lui, va mesurer ce qui est produit. Et donc, on aura une mesure intéressante des deux paramètres en même temps. Alors, en 2012, sont apparues des techniques innovantes avec des plateformes technologiques tout à fait nouvelles et qui permettent d'envisager un gain de sensibilité majeur. Et donc la première méthodologie, c'est les méthodologies immunodigitales, encore appelées Digital ELISA, qui est la plateforme Simoa. Et cette plateforme Simoa, en fait, elle est basée sur un petit CD, vous voyez, hein, ce petit CD là, sur lequel on a 24 pistes, 24 arrêts, donc 24 échantillons possibles. Et en fait, vous avez donc un petit endroit pour déposer l'échantillon, les anticorps. Vous avez la réaction qui se passe, et puis après, ça tourne, et après, ça va
aller en profondeur dans l'arrêt. Et là, vous avez 216 000 nanopuits. 216 000 nanopuits. En fait, on utilise des nanobilles. Ces nanobilles, on en a en excès 500 000 dans quelques microlitres avec l'échantillon. Et c'est ça l'intérêt, en fait. C'est que, en fait, donc, après introduction de l'anticorps marqué, de l'échantillon et de la bille anticorps, on va donc, il y a la réaction de bille antigène anticorps streptavidine. Par gravité, une bille ne peut rentrer que dans un seul nanopuits, puisque le nanopuits, il a la taille d'une bille, il est juste un peu plus gros, donc vous ne pouvez pas avoir de nanobilles dans le même puits. Et puis après, on va mettre de l'huile qui va chasser, qui va faire un wash-out du tampon et des billes restantes qui sont restées à la surface. Et donc, on scelle l'arrêt et on va faire une lecture fluo. Et ça va être binaire. Là, c'est négatif, là, c'est positif. Voilà, c'est tout. On n'a pas de quantification par puits. Hein. Et en fait, c'est la grande différence par rapport aux ELISA, où là, les mesures analogiques font que c'est l'augmentation de l'intensité qui est proportionnelle à la concentration. Ici, c'est positif ou négatif. Donc là, ça va être négatif, donc c'est 0. Et donc sur 216 000 billes, eh ben, vous aurez vous aurez 100 000 puits. Voilà, ce sera normal. Et puis si vous avez 180 000 puits marqués, ben, ça sera positif pour le cutoff défini. Voilà comment c'est. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner en sensibilité 1000 fois par rapport aux techniques ELISA classiques. Alors l'autre méthodologie qui est apparue, c'est une technologie qui s'appelle méthodologie de réduction immunomagnétique, IMR en anglais. Et donc là, en fait, on a des billes magnétiques sur lesquelles on a coté des anticorps et qui, dans un champ magnétique, vont produire un flux magnétique. Et quand on regarde, donc c'est la technologie SQUID, en fait, on a un supraconducteur quantique et auquel on applique un champ électrique. Et donc les billes magnétiques vont passer à travers et vont donc créer un flux magnétique. Eh bien, quand elles sont marquées, quand elles sont prises par un antigène, elles sont plus grosses. Et donc, le flux magnétique, il est plus petit. Et c'est cette différence, la diminution du flux magnétique, qui va donner donc la pourcentage de réduction immunomagnétique et qui sera proportionnelle à la concentration du paramètre. Et ça, c'est extrêmement sensible, puisque ces supraconducteurs sont faits pour mesurer des flux magnétiques d'intensité très faible. Mais il faut du temps, il faut 5 heures pour ça. Donc c'est un peu long. Alors si on fait une revue systématique des peptides amyloïdes plasmatiques dans la maladie d'Alzheimer, il y a avant 2012 et après. Donc avant 2012, Koyama a fait une méta-analyse et quand il poule tous les résultats, on voit que ce n'est pas du tout négatif. Vous avez trois études qui disent ça vaut rien et 3 études qui disent c'est intéressant. Donc là, on est dans des technologies purement classiques, ELISA. En revanche, quand on s'attaque au ratio plasmatique 42/40, alors là, ça devient plus intéressant et notamment, il y a, on va dire, 3 études qui sont vraiment très intéressantes pour dire que plus le ratio diminue et plus on a de chances de trouver des Alzheimer chez des MCI. Voilà, avec un petit P qui est à 0,03, qui était donc à cette époque assez, on va dire, léger. Donc, la diminution du ratio plasmatique semble avoir une valeur pour prédire le risque de développer une démence ou une NEMA. Mais on a souligné quand même une grosse hétérogénéité des valeurs. Alors, soit par le fait qu'il y en avait des plateformes, des kits commerciaux qui étaétaient différents, qui étaient hétérogènes, soit que la sensibilité analytique était trop faible, et c'est ce que dit Hanson, soit on avait une grande variabilité des inclusions à baseline et également dans le follow-up. Et donc il a fallu des études confirmatoires avec notamment d'autres technologies. Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a une corrélation du ratio 42/40 et la charge amyloïde en PET amyloïde? Eh bien, par technique Luminex, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement,
c'est bien corrélé avec la charge amyloïde, la diminution. Et ça, c'est une étude de Rembach en 2014, une étude australienne. Avec la plateforme Simoa, eh bien, les Suédois ont également montré avec un pétamyloïde non radioactif, le flumétamol, eh bien, qu'on avait également une corrélation significative du ratio avec la charge des dépôts amyloïdes PET, seulement avec le ratio, parce qu'avec les valeurs brutes, ça ne fonctionnait pas. Également, et enfin avec la technique SQUID-IMR, eh ben c'est pareil, on a une corrélation entre la charge amyloïde vue en pétamyloïde et le ratio bêta 42 sur bêta 40. Mais là où ça se corse un petit peu, c'est que quand on est en technique SQUID-IMR ou en technique Simoa, eh ben on n'a pas le même sens de variation du ratio 42 sur 40. Avec la technique SQUID-IMR, on a une augmentation du ratio significative entre l'AMA et les normaux. Alors qu'avec le Simoa et le Luminex, on a une diminution significative chez les MA par rapport aux normaux. Alors ça c'est un peu compliqué. Donc prenons la technique Simoa, par exemple. Quand on voit la technique Simoa, on voit bien que dans les contrôles, la bêta-42, bon bah là, ça ne bouge pas trop jusqu'au MCI. En revanche, chez l'Alzheimer, là, c'est significatif. Pour la bêta-40, eh bien, c'est pareil. On a une diminution significative au niveau de Alzheimer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le ratio. Là, on commence à être significatif dès le MCI et au Alzheimer. Donc, on a une modification significative. En revanche, il conclut bien que ces diminutions ne sont pas assez discriminantes pour être utilisées à une échelle individuelle. Si on prend la technique SQUID-IMR, eh bien, quand on voit, alors regardez pas la taux, on va en parler après, regardez la bêta-42, on voit qu'on a une augmentation par rapport au contrôle, MCI, Alzheimer et Hall, et donc là, on a vraiment une augmentation. Là, on a une augmentation de la bêta-42, on a une diminution de la bêta-42, et le ratio, on passe de 0,26 à 0,48, on le double presque, et là, c'est vraiment très discriminatif et peut être utilisé à l'échelle individuelle. Alors, il faut savoir que c'est difficile aussi parce qu'il y a des comorbidités qui vont influer sur les taux des amyloïdes plasmatiques. Par exemple, il était démontré qu'en cas d'hypertension ou en cas de traitement anti-hypertensif et cardioprotectif, on a une augmentation de la bêta-42, de la bêta-40 et du ratio 42 sur 40. Alors ça, c'est pénible parce qu'il y a beaucoup de patients Alzheimer qui ont une hypertension artérielle et qui sont traités. Alors ça, c'était avec technique Luminex. Avec technique Simoa, ils ont trouvé la même chose. L'hypertension faisait augmenter les valeurs en cas d'infarctus, en cas de diabète. Il y a aussi beaucoup de patients âgés qui ont un diabète, Alzheimer. L'atteinte vasculaire cérébrale, on vous a parlé de leucopathie tout à l'heure. Eh ben, la leucopathie, on peut la scorer, c'est le score de FASECAS, stade 1, stade 2, stade 3. Il semblerait que la clinique ne parle que quand c'est en stade 3, éventuellement, stade 2 et stade 3. Eh bien, il est montré qu'il y a une association discrète entre les hypersignaux de la substance blanche sous-corticale et l'augmentation de la bêta-42 et de la bêta-40. Ça, c'est en technique Simoa. Ça a été vu également en présence de microbleeds, les CLB, microbleeds cérébraux, ceux qui ne sont pas liés à l'hypertension artérielle, qui sont liés à l'angiopathie amyloïde. Donc voici ces images-là que vous voyez, c'est joli. Et donc là, on a une augmentation du ratio 42 sur 40. Et c'était montré également de manière plus ou moins variable avec des techniques sur des cohortes plus petites. Les cohortes les plus intéressantes, c'est l'étude de Rotterdam, là, avec une très grosse cohorte, 1200 sujets, et qui montre exactement qu'on a des hautes valeurs, que l'on ait des gros volumes d'hypersignaux de la substance blanche, des lacunes et des microbleeds. Et voilà. Et ça a été confirmé par une autre étude utilisant des auto-immunes. Ça varie également en fonction du statut de l'ApoE4. Et donc, les valeurs les plus basses sont liées à l'ApoE4. Voilà. Et ça, ce n'est pas normal, puisque on sait que l'ApoE4, l'ApoE, c'est elle qui transporte l'amyloïde. Et que l'ApoE4, elle fait mal son travail. Au lieu de la donner à l'astrocyte, elle s'en débarrasse, et ce qui permet de s'accumuler un peu plus. Alors que l'ApoE2 et l'ApoE3, elles font bien leur boulot. Et donc, elles permettent d'éliminer l'amyloïde.
Voilà, donc c'était également montré par d'autres techniques, hein. Alors, pour conclure, hein, et les protéines toplasmatiques, qu'est-ce que ça donne? Alors là, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ce qu'on sait, c'est que donc, la technique SQUID IMR, là, on a des valeurs, hein, qui sont très intéressantes, hein, avec des différences significatives entre les contrôles, les MCI et les stades légers et les stades plus importants. Donc on a comme un overlap, mais vous voyez, hein, que les contrôles par rapport à l'Alzheimer, on a 96-97% de sensibilité et spécificité. C'est bien pour un test sanguin, hein. Et MCI-VS AD, c'est quand même, c'est pas négligeable. Et le plus remarquable, eh ben, c'est la tophosphorylée. C'est le premier papier sur la tophosphorylée dans le plasma. C'est remarquable. Donc la SQUID-IMR, c'est un papier de cette année. Vous voyez, hein, ça parle de soi, hein, les contrôles normaux, le MCI lié à l'Alzheimer et le stade léger. C'est très prometteur, hein, c'est la seule publication actuelle sur la tophosphorylée. Et donc, alors, il faut voir les aspects pratiques. Bon, le coût élevé des marqueurs, c'est inatteignable actuellement, c'est entre 25 et 70 € le test. La technique IMR SQUID, malheureusement, elle est non adaptée à la routine pour le moment, hein. Il faut 5 heures pour un test. J'avais demandé de le tester. Je voulais tester 1000 échantillons. Ils m'ont dit, bon, on vous prête 2 machines qui fonctionneront tous les jours pendant 2 ans. Je lui ai dit, bon, on verra quand vous serez prêt à proposer un multi-analyseur. Bon, ça nécessite de nombreuses études de validation. On est vraiment très au début. Et puis, ce sont des plateformes réservées encore à la recherche. Donc, en message, on a une grande variabilité des résultats de bêta-42 plasmatique en fonction des techniques utilisées. Pour la conversion MCI en EMA, les résultats sont radicalement différents en fonction de la plateforme. Diminution d'un côté, augmentation de l'autre. Il va falloir choisir. L'interprétation risque d'être difficile du fait de l'impact de différentes comorbidités vasculaires, HTA, sur les valeurs plasmatiques des peptides amyloïdes. Les marqueurs plasmatiques, notamment l'augmentation de leur valeur, sont des candidats prometteurs pour la pathologie vasculaire cérébrale. Et il y a peu de résultats encore pour taux, mais les résultats sont en revanche très prometteurs avec la plateforme SQUID-IMR. Je vous remercie de votre attention.